Chers amis, bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez déjà voté, et bien voté. Oui. Mais je constate aussi qu'il y a moins de monde. Je crois qu'ils font tous la queue dans les bureaux de vote, n'est-ce pas? Et qu'ils vont finir par arriver. Je suis très heureux d'accueillir Bente Scheller à l'occasion de la sortie par la publication par la fondation Heinrich Böll à Beyrouth de ce bel album intitulé Salutations d'Idlib. C'est une manière aussi pour nous de dire notre solidarité, bien entendu, avec la population de la province d'Idlib qui subit une agression innommable de la part du régime syrien et de la Russie et de l'Iran. Je voudrais dire au début que nous déplorons la disparition de Viviane Glassman, notre amie, et je crois qu'au nom de Solia Horia, je présente à ses parents, à ses siens, nos condoléances les plus tristes. Bente je vais poser les questions en français, elle va répondre en anglais. Aline Gemayel, que je remercie infiniment d'être avec nous, va traduire en français. Et puis, après une première période où nous parlerons de cet album, de pourquoi il a été fait, comment il a été fait, qui sont les personnes qui ont travaillé, etc., j'aimerais aborder avec Bente la question de la politique étrangère de Hafez, puis de Bachar al-Assad, thème sur lequel il avait consacré sa thèse de doctorat en sciences politiques et qui a fait l'objet d'une publication en anglais aux éditions Hearst il y a 2 ans. Voilà. Il est disponible, bon, il n'est pas disponible ici, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon. J'ai constaté qu'il est en vente sur Amazon. Voilà. Donc, au début, je donnerai la parole à Bente pour nous parler de ce livre. Peut-être aussi de présenter la fondation Heinrich Böll au début et de ce que vous faites à Beyrouth en particulier, puisque c'est le bureau qui concerne le Moyen-Orient. Bon. Et à vous de traduire. Bon, vous avez ça. Okay, thank you very much for welcoming me here. Thank you, Farouk, thank you, Ziad, and thanks for all of you that maybe you did not vote, but you chose to come here tonight. Donc, merci à vous tous. Donc merci à vous d'être là, de nous accueillir. Merci à Farouk et merci d'être là, même si vous n'avez pas voté, vous êtes là, c'est déjà bien. I'm representing Heinrich Böll Foundation's Middle East office. We are a political foundation close to the German Green Party. If you turn to the back, there is Jens Althoff, who's the director of the Paris office of our foundation. Thank you very much for coming, Jens, as well. Donc je suis la directrice du bureau Heinrich Böll de Beyrouth. Nous sommes une fondation politique. Nous sommes affiliés au Vert allemand et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous le directeur de la fondation à Paris, Hans. My colleague Aline is not only the translator for tonight, she also translated this volume into French. I'm very grateful for this. And I would like to encourage you, please take a copy. We brought some. They are for free. If you don't find a copy, even though you want to have one, please leave your address and then we will see how we arrange that you get one. Donc moi je suis la collègue de Bente, je m'appelle Aline Jmaïel. Donc je suis sa collègue, mais en plus, exceptionnellement, j'ai traduit cet ouvrage en langue française. Donc Bente vous invite évidemment à vous servir. Nous en avons apporté avec nous de Beyrouth. Et s'il n'y en a plus assez, si vous souhaitez, vous pouvez nous en demander, on trouvera un moyen de vous les envoyer de là-bas. Je rajoute une petite information, cet ouvrage est également en arabe, en anglais et en allemand. And yes, if you are wondering why we did this book, I mean, as Foundation in Beirut, we work on Lebanon, on Syria and Iraq, and we have many partners who are inside. We work mainly with civil society,
but also with journalists and with artists. And so the one who took all the photographs that you will find inside, his name is Taim Al-Soufi, and we knew him from when he lived in Ghouta. For 6 years he lived under siege in Ghouta, and already then we were talking to him. Donc, si vous vous demandez pourquoi nous avons fait cet ouvrage, pourquoi nous avons produit cet ouvrage, notre bureau à Beyrouth travaille à la fois sur Beyrouth, enfin sur le Liban, mais également sur la Syrie et l'Irak, et nous avons des partenaires dans toute la région. Ce livre a été notamment, donc, ce sont des photos prises par Taim Soufi, qui est un jeune en Syrie, qui a été pendant 6 ans, qui a vécu, qui a documenté ce qui se passait dans la Ghouta avant d'être obligé de partir, comme beaucoup de personnes de la Ghouta, vers Idlib. So in Ghouta, it was very clear that was his home. We knew how he would work there, how he would document there. And so when he was deported in one of the famous green buses to Idlib, we asked him, can you show us what Idlib is looking like these days? We had no idea of Idlib. We cannot go, many others also can't go. So first we simply wanted his impressions of Idlib when we started the project with him. Alors évidemment, quand il était dans la Ghouta, nous savions comment il travaillait, c'était chez lui, donc nous avions eu déjà une idée très précise de son travail. Et quand il a dû sortir dans ces fameux bus verts, sortir forcé de la Ghouta vers Idlib, nous lui avons demandé un petit peu ses impressions. Une fois arrivé à Idlib, qu'est-ce qu'il voyait, comment il voyait les choses. Et donc voilà, il nous a fait parvenir cette série de photos de Idlib qui contrastait complètement avec ce qu'il faisait déjà dans la Ghouta. Yes, we were so surprised when we saw his photos, because all his photos, if you look inside, many of the photos from Idlib, they're full of light, they're full of color, and we were so surprised. And we thought, if we publish these, it will be like an advertisement for tourism in Syria. It looks so beautiful. And we started talking to him. What is the history behind each photo, and what did he feel when he was taking these photos? And this is why it is not only a photo book, it is a photo diary in the end, because everything that he saw there somehow had a repercussion. It reminded him of something, of the darkness of Ghouta. So in this book you have a lot of light, but I think that there is not a single happy story in it. Donc en fait, nous avons été très très surpris de voir ce qu'il nous avait envoyé, le contraste qu'il pouvait y avoir, les photos de Idlib notamment qui sont pleines de vie, pleines de couleurs. On pourrait presque penser que c'est un catalogue publicitaire pour le tourisme en Syrie, enfin particulièrement à Idlib, tellement elles sont pleines de vie. Mais en même temps, nous voulions savoir, nous voulions comprendre mieux derrière chaque photo qu'est-ce qu'il y avait comme histoire. C'est là que nous sommes rentrés avec lui vraiment dans le cœur de chaque photo, et on peut constater que derrière chaque photo, il y a des histoires plutôt tristes, plutôt dramatiques. Mais ça n'enlève rien à la beauté de tout ce qu'il nous a présenté, et le contraste entre les deux lieux photographiés est vraiment saisissant. And yes, I mean, the work for Taim got more and more difficult. I mean, his life in Ghouta, as the life of everybody under the siege, was already really difficult. But who is being harassed and searched and wanted for by the regime normally is also not well liked by Islamists or any other oppressive group. So while working on this book, Taim was arrested, he was taken by Islamist parties, they kept his computer, they broke his camera, so we had to take the book into voice messages basically. He sent all the texts as voice messages. And this is where the second author of the book comes into play. There is the rapper Hani As-Sawah, who lives in Beirut. He then, because he also is a friend of Taim, came on board, and together with my colleagues in the office who worked on the English version, who wrote the English texts, Nadine and Ali and Roa Arakshi, Hani wrote the Arabic version. So this is how the whole volume then came together. Taim, tant qu'il est en Syrie, dans la Ghouta, Taim a toujours été très, très en danger. Il a été beaucoup poursuivi par le régime, mais aussi par les islamistes. Des islamistes l'ont pris et détruit son matériel, son ordinateur, son appareil photographique. Il nous envoyait les messages toujours, c'était des voice messages, et c'est nous au bureau, donc avec l'aide de Hani Sawah pour la version arabe, avec l'aide de nos collègues au bureau, Nadine et Roa,
et Ali qui ont vraiment tout réécrit pour l'anglais. Ça a vraiment été un travail par à-coups très difficile pour lui, d'abord à l'intérieur, et puis pour nous d'essayer de reproduire aussi ce que lui nous envoyait comme message, pour rester fidèle à ce que lui vivait, à ce que lui voyait de l'intérieur. I really hope that you will take a book and that you'll read it because it is really haunting stories. I mean, we worked on it a lot and still many of these stories really made us cry, and it's worth reading it really from A to Z. One story that really stuck with us is how he for the first time visited a market in Idlib. How he comes there, he sees there's lots of fruit and vegetables, people are gathering there, and his first thought is not how much is available here, even though also in Idlib the situation is bad. His first thought is like, where are the planes? This place, and nobody should be here. It's too full of people. It will immediately be bombarded, because he thought of how this happened in Ghouta all the time. At the point when he arrived in Idlib, the situation was not that bad yet, but a few days after he took the photos of the market, indeed also this market was bombarded. And in the last 4 weeks, I think we have seen so many markets being bombarded, so many schools, so many hospitals, that I think what he lived through in Ghouta basically is now coming over Idlib as well. Nous espérons que vous lirez vraiment ce livre. Toutes les histoires de A à Z sont vraiment très fortes, très touchantes, profondément humaines. En fait, Taïm, quand il est arrivé, une des histoires qui nous a beaucoup frappé, à nous, à lui aussi, quand il est arrivé à Idlib, c'était, pour lui, il allait dans un marché, il y avait beaucoup de fruits, de légumes, le marché était très vivant. C'est pas ça qui l'a vraiment beaucoup surpris, c'est surtout le fait qu'il n'y avait pas d'avions qui bombardaient, puisque lui, dans la route, tous les marchés étaient bombardés par les avions du régime. Et donc là, il n'y avait pas d'avion, mais il avait tout le temps peur, il avait toujours envie de dire aux gens, mais restez pas là, vous êtes trop nombreux, il va y avoir un avion et ça va être encore la catastrophe. Et malheureusement, ça n'a pas tardé à se produire. Et aujourd'hui subit ce que la Ghouta a subi il y a quelques mois, et même une petite année déjà, c'est-à-dire un bombardement massif de l'aviation dès qu'il y a des gens qui se réunissent quelque part, notamment dans les marchés, puisque c'est là qu'il y a la vie, c'est là que tout le monde s'approvisionne. Donc voilà, et c'est malheureusement, il est en train de vivre une deuxième fois ce qu'il a déjà vécu dans la route, à savoir ces terribles bombardements et massacres. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'indications sur le texte, celui qui a écrit les textes, c'est-à-dire Hani Soua. Je sais qu'il est de Homs, originaire de Homs, mais il vit à Beyrouth, c'est ça? Yes, the whole family comes from Homs. He was in Damascus in between, but now he's living and working as a rap musician, but also as a poet in Beirut for 6 years, I think he has been there. Donc Hani vit maintenant à Beyrouth, oui, il vient de Homs, il a vécu ensuite à Damas, et rapidement il a décidé donc de venir vivre à Beyrouth. Il y est depuis 6 ans, il travaille comme rappeur, comme technicien du son aussi, pour la télé et le cinéma, voilà, histoire de pouvoir quand même survivre, et poète bien sûr, oui, il a vraiment des enregistrements qui sont très très beaux. Vous savez qu'il y a des exemplaires pour chacun de vous. Ce livre est distribué gratuitement par la Fondation. Et il faut, je crois, que vous notiez que chacun qui prend un exemplaire, qui note son nom, c'est pour justifier vis-à-vis de la Fondation la distribution de ces volumes. Il y a un papier au fond, juste mettre votre nom et vos références pour qu'on sache qui a eu le livre. C'est important pour la Fondation. Ok. Bon. Et je vais revenir à votre travail avant ce livre et sur la préparation de votre travail sur la politique étrangère. D'abord, vous avez travaillé, je crois, un moment à l'ambassade d'Allemagne à Damas. Bon. Et donc, vous avez suivi de près l'évolution de la politique syrienne interne aussi, intérieure. Mais aussi, durant cette période, vous avez suivi le jeu régional et international du régime syrien, que vous définissez
comme étant un jeu particulièrement opaque. Et dans votre livre, vous traitez successivement des relations entre la Syrie et chacune des puissances régionales ou internationales importantes qui jouent un rôle au Proche-Orient, disons. Donc un chapitre sur la Russie, sur les États-Unis, sur Israël, l'Irak, l'Égypte, etc. Bon. Et je voudrais que vous parliez d'abord de la démarche générale, de votre démarche générale dans l'étude de la politique étrangère syrienne. Et puis peut-être on abordera plus en détail les relations avec certains pays. Okay. Yes, I was at the German embassy for 2 years. I had a special assignment in the program for fighting terrorism of Germany. They created some extra positions, and in this regard, they sent me to the German embassy in Damascus between 2002 and 2004. I was there to particularly understand the Syrian regime's position towards terrorism, but also how it sees itself in its neighborhood and focusing on its domestic policy. Donc j'ai été pendant 2 ans à l'ambassade allemande à Damas. J'ai été envoyée dans le cadre d'un programme des affaires étrangères allemandes pour combattre qui cherche à comprendre pour comprendre le terrorisme, pour mieux le combattre. Donc elle a été envoyée en Syrie entre 2002 et 2004 pour mieux comprendre la position du régime syrien et ses relations avec tout le voisinage, tous les pays voisins, et comment le régime se comportait, on va dire entre guillemets, avec le terrorisme qui commençait un petit peu à venir vers l'Europe. It was very inspiring, and it was really inspiring for me to write my thesis on Syrian foreign policy, because what was very obvious was that while having normal diplomatic relations as any other state with its neighbors and with the international level, the Syrian regime always had a kind of second level. And this is where they linked with terrorism. In 2002, when I started there, that was right after September 11th, basically, and you all remember the Syrian regime offered its support in the war on terrorism that the United States called for. Donc le fait que je me retrouve là-bas en 2002, c'était très intéressant parce nous avions quand même des relations diplomatiques, tout ce qu'il y a de plus normal avec la Syrie. Et la Syrie avait comme 2 niveaux de diplomatie. La première qui était une diplomatie ouverte, de collaboration contre le terrorisme, bien entendu. Puis il y avait un second niveau que j'ai eu l'occasion de pouvoir voir et étudier de plus près, qui était réellement très intéressant, du coup, de bien comprendre. Et il faut voir qu'en 2002, nous sommes juste après les attentats de 2001 aux États-Unis, et où la Syrie avait déclaré officiellement son soutien à la guerre américaine contre le terrorisme. Donc il y a toujours eu ce double niveau de traitement de la question terroriste. Yes, because it was exactly also the time in 2003 the Iraq War started, and while on one hand offering itself for Western states as partner in fighting terrorism, the Syrian regime would at the same time allow for jihadists to pass through Syria to enter Iraq to fight the American troops there. That was their kind of semi-official policy. But as you know, most of the victims of all the bombings that jihadists carried out in Iraq hit Iraqis and not Americans. So it was a double strategy of the Syrian regime to pretend one thing while doing the other thing, just to exert pressure and to achieve something that it would not be able to achieve with diplomatic means. Donc en 2003, je me rappelle, ça a été le début de la guerre d'Irak, et le régime syrien, encore une fois, tout en se déclarant tout à fait solidaire et tout à fait supportant la guerre américaine contre le terrorisme, a quand même laissé passer tous les djihadistes par le territoire syrien, les a laissés passer en Irak. Il y a toujours eu toujours ce double langage qui fait que la Syrie a essayé d'accomplir ses propres objectifs par d'autres moyens que simplement la diplomatie, justement par des moyens qui sont toujours en douce, qui sont toujours pas déclarés, pas visibles,
il y a toujours un discours d'un côté et les actes de l'autre qui sont réellement complètement contradictoires. And they would not do it only with terrorist groups. I mean, this was just a very strong example. They would also do the same with Turkey, where for a long time they would support the PKK until the Turkish government threatened to intervene in Syria. They would use other non-governmental armed actors. They would work with Hezbollah, not maybe against the Lebanese state, but to weaken the Lebanese government. They would do that with the Palestinian groups against Arafat, with pretty much any state in the region. They would always play this double game, and it was really worth understanding why do they do this. What does it mean to be an enemy of the Syrian state, but also what does it mean to be a friend, because they would do it to friends as well as to foes. Donc ce double langage, cette double politique, évidemment, ne se limitait pas au terrorisme, c'était aussi également dans leur politique avec la Turquie, parce que d'un côté, ils ont soutenu le PKK contre l'État turc, et puis, enfin, mais toujours sans que ce soit dit officiellement, et donc ils avaient de bonnes relations avec le gouvernement turc. Pareil pour le Liban, ils ont soutenu le Hezbollah pendant des années, ils le soutiennent, enfin maintenant c'est lui qui les soutient, mais donc pareil pour affaiblir le gouvernement local libanais, avec les Palestiniens ils ont toujours fait pareil, soutenant des groupuscules les uns contre les autres pour bien affaiblir tout ce qui se passait sur le terrain. Donc en fait pour Bent, l'essentiel c'était d'essayer de comprendre pourquoi cette manière de faire. Qu'est-ce qui sous-tendait toute cette politique complètement toujours en bi-vitesse comme ça, à ne pas exactement, enfin, à toujours dire quelque chose, faire autre chose. Et qu'est-ce qui était vraiment le but du gouvernement, du régime syrien là-dedans? And so, during studying it, I did it then as a PhD thesis, just really looking into how do they handle their official foreign relations and the unofficial ones. And it really follows a pattern. If they can't get what they want, and most of the time they are not important enough, they are not respected enough to really obtain what they want. So if they can't get what they want, they at least want to spoil it for everybody else. So they are a very, very good spoiler, and they are very hard to convince to do anything constructive. Donc, en fait, essayer vraiment de comprendre comment ils fonctionnaient, comment ça fonctionnait, comment quand ils essaient d'obtenir quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas, du coup, ils préfèrent le gâcher pour tout le monde, le fracasser pour tout le monde, un petit peu peut-être un peu comme ce qu'ont fait la politique de la terre brûlée, en fait, des soviétiques, etc. Donc c'était vraiment toujours, si ça leur sert pas à eux, il faut surtout que ça serve à personne d'autre. Donc c'est vraiment cette politique de la terre brûlée, donc elle a essayé vraiment de comprendre ça de l'intérieur. So I think basically what they do as foreign policy to a certain extent is exactly what they did when they started with the slogan Assad or we burn the country. If we can't have it our way, nobody should have it. And one of the other patterns that I observed is that they normally don't change course. They don't react to incentives. You can offer them anything and they will not find it interesting enough. They don't go for economic benefits or so. It's not really interesting for them. They normally also don't react to pressure. They only react to pressure if it's really, really strong. When Turkey credibly said they are going to intervene, the Syrian regime changed course. And the same happened after 2005 when the former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri was assassinated, and there was a really strong and credible international movement to threaten the use of force and to really make sure it is not accepted any longer that the Syrian army remains in Lebanon. Then they would change course. Normally they don't. They will just wait. And this is why I called my book The Wisdom of Syria's Waiting Game. They wait, they continue what they are doing, and they wait for others to change their course towards them. En fait, ça part du principe qu'ils ont appliqué depuis très longtemps maintenant et qu'en 2011 ils ont dit très ouvertement, soit c'est Assad, soit nous brûlons le pays. Et donc c'est vraiment, ils sont totalement là-dedans, sauf s'ils ont une très forte pression
suite à des événements qu'ils n'ont pas pu forcément voir venir ou qu'ils n'ont pas pu maîtriser, comme quand la Turquie a dit bon, si c'est comme ça, nous allons intervenir militairement. Là, le régime syrien a un petit peu changé de discours. Quand il y a eu aussi l'assassinat de Rafik Hariri au Liban et qu'il y a eu une très forte pression internationale disant non, c'est plus possible, l'armée syrienne ne peut plus rester au Liban. Donc du coup, ils se sont retirés. Mais autrement, leur politique, c'est vraiment d'attendre et de voir. C'est pour ça que Bente a appelé son livre « La sagesse de l'attente de la diplomatie syrienne », qui est vraiment ne jamais se précipiter, ne jamais prendre les devants dans une déclaration, dans une politique, toujours attendre de voir de quelle manière on peut éviter de faire des choses et de laisser venir et prendre à ce moment-là les décisions en fonction de ce qui vient. Est-ce que vous pouvez nous parler particulièrement de la relation entre le régime syrien et Israël, la question palestinienne, etc. C'est-à-dire comment ce double langage a fonctionné durant toutes ces années. Yes, I think that is the most evident example maybe of how the regime tries to have everything its own way but not to do a lot for it. It has had a very clear position towards Israel politically, that it will not accept the state of Israel, that it will not make peace with it, that it was involved obviously in the Madrid peace process but to no conclusion. So officially it is at a state of war with Israel, and Israel having occupied the Golan Heights, of course this is a demand that the Syrian regime has, and legitimately so, that the Golan Heights will be returned. However, when it comes to really insisting on that point, just 2 months ago, we saw Israel declare it will keep the Golan Heights. What we saw right afterwards is that the remains of an Israeli soldier are being handed over to the Israeli government. I mean, it was not the Syrian regime doing it, it was the Russians. But there are so many people in Syria who are waiting for their beloved ones to come home. They want the remains of their killed compatriots, of the Syrians that have died in this war. They are not getting anything, but particularly after Israel takes the Golan and declares it will keep it, this is the reward, so to say. This is how many Syrians understood this. So I think it is very difficult to see how the Syrian regime would be consistent in its policy toward Israel. With the Palestinian side, I will continue after maybe. Oui, la relation des Syriens avec Israël, notamment sur l'histoire de la question palestinienne, est tout à fait emblématique de ce qu'elle disait avant. Les Syriens ont toujours eu, le régime syrien, par ça dans son fonctionnement, avoir tout pour lui et ne jamais rien donner en face. Et par exemple là, officiellement la Syrie est en guerre avec Israël, mais il y a et donc bien sûr il y a cette question épineuse du Golan que la Syrie à juste titre a toujours réclamé parce que c'est son territoire à elle. Et il y a 2 mois, Israël dit clairement le Golan on ne le rendra pas, c'est à nous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en face? La Syrie, bon, bien sûr ce sont les Russes, mais c'est quand même la Syrie aussi qui a donné son accord, rend deux corps un seul corps de soldats israéliens. Et ce qui arrive comme information, du coup, c'est et la Syrie donne quoi à ses citoyens en contrepartie? Beaucoup de Syriens attendent toujours des nouvelles, des informations de leurs familles disparues pendant les différentes guerres qu'il y a eu, notamment aussi des populations syriennes qui sont dans le Golan. Et le gouvernement syrien ne donne aucune satisfaction là-dessus. Juste, il se contente d'acter une décision qui lui a été imposée, mais qui est là et c'est tout. Sur la question palestinienne. And in this regard, I would also understand the Syrian regime's declarations that it is on the side of the Palestinians. I think that the Palestinians who were refugees in Syria were in a much better position than in many other states, and particularly better off than they were in Lebanon. They had more rights, they could enter politics, they could enter the military, but the regime never gave them citizenship, and therefore also it kept them in a vulnerable state. And when it comes to politics,
was not really supportive of the Palestinians seeking their own right. Especially, I think, with Hafez, it was very clear he would think that he is the better advocate for Palestinian rights. It was never about accepting that they might have their own representatives, their own policy. He was always trying to get on top of it and to also play one group against the other, to try to keep them weak and to be the better representative of pan-Arabism and of rights of people that he would, both Hafez al-Assad as well as Bashar al-Assad would not accept as rights, but they would take responsibility for them. Bien sûr, les Palestiniens en Syrie ont toujours eu plus de droits que dans n'importe quel autre pays du Moyen-Orient, évidemment, notamment au Liban, mais en Syrie, ils avaient des droits, ils pouvaient vraiment être représentants de leur communauté politiquement. Tout ça a été accepté, sauf, évidemment, on ne leur a jamais donné aucune naturalisation possible, ce qui les maintenait toujours dans une fragilité, dans une incertitude qui était vraiment pour eux très très difficile de vivre avec, même s'ils avaient certains droits donc. Mais et notamment Hafez al-Assad n'a jamais vraiment soutenu leur retour, en tout cas officiellement, leur retour en Palestine. Il a toujours essayé de les garder sous sa dépendance, un petit peu affaibli, et toujours d'essayer de montrer que c'était lui le seul garant de l'indépendance, de la Palestine, enfin de la reconquête de la Palestine avec le panarabisme, etc. Et toujours essayer de ne pas donner aux Palestiniens vraiment une vraie puissance, une vraie autonomie dans leurs décisions. And also the past years show it definitely. There were so many Palestinians living alone in Yarmouk camp, which is basically completely destroyed. And after its destruction and after its inhabitants were displaced, also it has been looted to an extent that it is clearly a strategy. Nobody should live there again. I mean, you could obtain licenses, you would pay a few $100s, and then you had one day just to dig out the electricity cables, for example, to sell the copper. It was really made clear by this policy of not only erasing it, of not only bombarding it to the ground, but of making sure all the infrastructure is getting permanently destroyed, that this is not being rehabilitated anytime soon. And I think over the years of the conflict, many more Palestinians have died in Syria and many more have vanished in the prisons than have ever been killed by Israel. And that is something the Syrian state, but also many Arab countries are not recognizing. The solidarity with those Palestinians killed and tortured in Syria is considerably low. It seems that the solidarity with Palestinians in Syria, but also outside, often only exists when the perpetrator is Israel, and it is being ignored how much the Syrian regime, but also other governments in the region, are harassing the Palestinians and really preventing them from having rights. Ça, on peut vraiment bien le voir, cette question des Palestiniens de Syrie, on peut vraiment bien le voir avec ce qui s'est passé dans le camp d'Yarmouk, où il y a eu vraiment une intention très forte du régime de complètement éradiquer ce camp, donc bien sûr de le détruire, d'en détruire complètement toute l'infrastructure, pour qu'il n'y ait vraiment jamais aucune possibilité, même pas dans leur rêve, de pouvoir revenir et reconstruire quelque chose qui ressemblerait à leur camp, à leur camp de réfugiés qui était vraiment leur terre pour les Palestiniens de Syrie. Et notamment, on n'a jamais, il a disparu, beaucoup plus de Palestiniens sont disparus en Syrie aujourd'hui qu'il n'en a disparu en Israël, par la faute des Israéliens. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie est quelque chose qui est très violent contre les Palestiniens, et personne dans le monde arabe n'en parle. En tout cas, la contestation est beaucoup plus faible que ce qu'on peut montrer contre ce que fait l'État d'Israël contre ces Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très regrettable, parce que les Palestiniens aujourd'hui sont une des cibles vraiment très, très ciblées du régime syrien en Syrie. Oui, hélas, même les organisations palestiniennes n'en parlent pas. Même les organisations palestiniennes, l'autorité palestinienne ou le Hamas n'en parlent pas. Vous avez étudié la politique étrangère sous Hafez et sous Bachar.
Il y a une continuité, bien sûr, vous montrez la continuité de cette politique, mais est-ce qu'il y a aussi des ruptures? Est-ce qu'il y a des changements entre la manière de conduire la politique étrangère de Hafez et celle de Bachar? Je pense surtout à des relations privilégiées, par exemple, prenons par exemple l'Arabie Saoudite, la politique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, ou la politique vis-à-vis de l'Iran. I think it is not that much change by choice. I think the regime is not very good in going towards a state and making positive relations. It very much looks at what is possible, which moment of history allows what, and what are the necessities. There was no love lost between Hafez al-Assad and the Iranian regime. It was that they both had a joint political interest in how to distribute power or how to share their power over parts of Lebanon. It was not that they were ideologically the same, and for Bashar it is also not that they are ideologically the same, but who else is there willing to support the Syrian regime? They have been so arrogant towards all the Arab states, always been trying to really treat them not at eye level but talk down to them, so with whom would they feel solidarity, who would come to help them against threats from outside or to support them in what they are doing now. So I think the difference between Hafez and Bashar mainly is that Hafez had a different set of challenges to deal with. It was not that he was ever in a situation where he had to take so many foreign policy decisions at the same time. And then I think Hafez also was a bit brighter. He was a more strategic thinker, looking more to the long term, whereas Bashar seems to deal with things as they come, to do it very short term. Pardon. Entre les deux, entre Hafez et Bachar, il n'y a pas vraiment un choix de changement. Enfin, c'est pas comme si Bachar avait choisi de changer ou pas. C'est toujours le régime fonctionne toujours par opportunité, en fonction en fait de la situation, de ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment d'idéologie qui soit la même ou pas. Enfin, c'est vraiment. Mais les challenges sont peut-être aussi très différents entre le temps où Hafez était au pouvoir et le temps où maintenant Bachar est au pouvoir. Notamment du temps de Hafez, il n'y avait pas peut-être besoin de prendre autant de décisions concernant les politiques étrangères. Il y a aussi peut-être un autre élément. Hafez était un homme beaucoup plus intelligent, plus brillant, qui avait vraiment toujours des décisions beaucoup plus pointues que Bachar. Il a l'air de prendre des décisions toujours à la coup, toujours en fonction de ce qui lui tombe dessus, en fonction de ce qu'il constate autour de lui. Concernant la relation avec l'Iran, c'est pas que ce soit vraiment de gaieté de cœur, mais en même temps, il n'y a que l'Iran aujourd'hui qui soutienne le régime syrien dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est en train de faire à l'intérieur et à l'extérieur, dans les décisions qu'il prend. Donc c'est quelque chose de très de factuel, c'est maintenant, donc il va garder ce cap. Mais il n'y a pas la réflexion à beaucoup plus long terme, il n'y a pas de vision comme peut-être on avait pu en avoir le père Hafez. Et est-ce que, qu'en est-il de la relation avec la Russie en particulier? Comme aujourd'hui, la Russie semble être devenue en tout cas la principale force en Syrie qui domine le pays, qui l'occupe. Bon. Et comment a évolué la politique syrienne, les relations syro-soviétiques puis syro-russes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, il y a eu un changement après la chute du mur en 89? Est-ce qu'il y avait un changement dans l'attitude syrienne vis-à-vis de la Russie et inversement? Yes, definitely it was different, but not so much because of Syria, more because of the Soviet Union. Already in 88, 89, relations were not at its best. Syria before was in the orbit of the Soviet Union and would benefit from it. And then in the very end of the 80s, when the Soviet Union was not doing well any longer, the Syrian regime also was told they would not get the same support any longer. It had become too expensive for Moscow. And so in 1990, Hafez al-Assad was aware that he would need another partner. And so this is why in the Second Gulf War, and
understood as the war against Iraq when it had invaded Kuwait, Syria joined the alliance of the Americans. Before it was always like a socialist state cooperating with the Soviet Union. Within the blink of an eye, it changed, and all of a sudden, it was not only supporting the war like verbally, but it would also offer to send troops. So in that moment, it definitely changed a lot. La relation, à la fois, elle est très très différente, mais en même temps, pas tant que ça, pas du point de vue syrien, mais elle est plus différente du point de vue soviétique et ensuite russe. Jusqu'à avant 88-89, la Syrie bénéficiait d'un soutien vraiment inconditionnel de l'Union soviétique. C'était un des pays satellites de l'Union soviétique et à ce titre recevait beaucoup d'aide. Et juste après 90, donc après la chute du mur et après tous les bouleversements qu'il y a eu en Union soviétique et la naissance, enfin, la création de la Russie, Assad a très très bien compris qu'en fait il n'allait plus avoir du tout de soutien et qu'il allait devoir chercher un autre partenaire. Donc c'est à ce moment-là qu'il a rejoint, si vous vous souvenez bien, c'était la deuxième guerre du Golfe, le moment où l'Irak a envahi le Koweït. Et il a été quand même, pas seulement dans les termes, enfin pas seulement en discours, mais il a vraiment dit je peux envoyer des soldats, je soutiens cette coalition contre l'invasion du Koweït, etc. Il a vraiment rapidement compris que c'était une porte pour lui et peut-être une chance importante de rejoindre une autre coalition et d'autres alliés qui allaient pouvoir vraiment l'aider. And then, of course, Russia, after the dismantling of the Soviet Union, Russia went through an economically difficult period, also politically, and it was never interested in Syria again. The moment when Syria came back into the Russian horizon was 2005, basically, when there was all the Western pressure on Syria to remove its troops from Lebanon, and this is when Moscow started to be interested again. It only comes when it sees there is a problem between Syria and the West, and it wants to exploit this problem by backing Syria all of a sudden. In all the meantime, it doesn't do anything. During the early 2000s, it was even very difficult between Syria and Russia because Russia decided that all of a sudden it will ask for payback for all the weapons that had been delivered during the time of the Soviet Union. It was not understood before as if Syria would be in a need to pay for that. All of a sudden, the Russians presented their bill. And it would have remained there, and they would have pressured Syria, if not the West had pressured Syria more politically. And this is also why now relations between Russia and Syria became so good, because Russia saw there is pressure from the West on Assad to resign. This is a moment that is favorable for Russia, because then the Syrians need to rely on them. Otherwise, there is also nothing that would bring them together. But Russia sees the moment when Syria can be dependent on it, and then it comes back. Donc la Russie, en fait, après l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie est passée par une période de très grandes difficultés économiques. Et la Russie n'était absolument pas intéressée dans la Syrie, ne voyait absolument pas l'intérêt de reprendre cette carte en main. Et en fait, jusqu'en 2005, où Moscou a pu revenir dans la région, à cause de cette pression internationale qu'il y a eu pour que la Syrie se retire du Liban. Et Moscou y a vu vraiment la Syrie y a vu l'opportunité, et Moscou l'a saisi aussi, de ce retour et de pouvoir du coup soutenir le régime syrien. Et les Syriens ont vu, surtout Bachar, a vu l'intérêt qu'il y avait à vraiment s'appuyer sur Moscou à nouveau. Les relations entre les deux pays ont été quand même très très distendues et difficiles dans le début des années 2000. Et puis il y a eu tous ces changements qui ont permis en fait un retour en grâce de la Syrie par rapport à la Russie. Et la Russie a bien vu aussi tout ce qui venait de l'Occident, qui était là d'exiger de Bachar el-Assad de se retirer et puis surtout de quitter le pouvoir après ce qui s'est passé depuis 2011. Et donc la Russie y avait vraiment vu la porte d'entrée juste pour prendre vraiment les choses en main dans la région. It is not a very happy relationship,
especially over the time after the intervention of the Russian Air Force in Syria, I think we have seen more and more points in which it is obvious that both are not really accepting their complete dependence on each other. I mean, the Syrian regime has done a lot of things that are not in Russian interest in Syria. And at the moment we have a situation when we basically have the two elite divisions of the Syrian army backed by different partners. The 4th division, which is with Maher al-Assad, traditionally is being strongly supported and now really steered by the Iranians. The 5th division, led by Suhail Hassan, the so-called Tiger forces, is supported and steered by the Russians. And they have been clashing. They have been fighting against each other, and they have been killing soldiers of the respective other division. That shows that both Syrian allies are not exactly on the same page. And one very interesting thing that I find shows how Russia is not 100% supportive of the Syrian regime is the Israeli air raids. Israel has carried out a number of air raids into Syria, targeting specific facilities or military bases. They would not be able to do that if Russia would not open the airspace, because now Russia is controlling the airspace, and Russia allows the Israelis to do that. So I think we can interpret this as a sign that the Russians are happy to sometimes see their partner and ally, the Syrian regime, being punished. They, of course, are very verbal in condemning it, but in the very first place, they opened the airspace for it to happen. And so I think it is not a relationship that is without conflicts. D'accord. Donc, mais la relation entre ces deux partenaires n'est apparemment pas heureuse du tout. Puisque depuis les interventions aériennes des uns et des autres n'ont pas du tout, ils n'interviennent pas pour arranger les affaires des uns et des autres. Chacun, que ce soit les Russes, que ce soit les Iraniens ou que ce soit les Syriens au milieu, ont toujours, agissent, interviennent pas forcément dans les intérêts des uns des autres. Par exemple, si on se souvient de ces deux divisions, alors peut-être que tu vas me rappeler s'il te plaît le nom des militaires à la tête de chacune des divisions. Maher, voilà, la division de Maher al-Assad et the division of Suhail Hassan. Voilà, la division de Suhail Hassan, l'une soutenue par les Russes et l'autre soutenue par les Iraniens qui se sont combattus, où les militaires syriens donc sont morts. Et ils ont donc, c'était vraiment pas, donc ils n'étaient pas en accord, et donc il n'y avait pas de souci apparemment pour qu'ils se battent. Donc c'est pas une relation heureuse où ils ont tous les mêmes objectifs. Pareil, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est la Russie qui détient les Russes qui ont l'autorisation de tout ce qui est aérien au-dessus de la Syrie. Et on sait qu'Israël, il y a quelques jours, a bombardé. Et à l'évidence, Israël n'a pu bombarder qu'avec le soutien, qu'avec l'accord, en tous les cas, des Russes. Et on sent un peu que les Russes laissent comme ça parfois se passer ce genre de choses pour punir, entre guillemets, leurs alliés syriens quand ils n'ont pas réussi à en obtenir ce qu'ils voulaient. Donc il y a vraiment beaucoup de tensions à ces niveaux-là. Merci Aline. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions ou des remarques. À la fois, d'abord, à propos de ce que vous avez pu feuilleter, si vous avez quelques questions sur cet album, et puis surtout sur ce que Bente vient de dire sur la politique étrangère des Assad. Il y a un micro, je crois, quelque part. Il y a Zaid. Oui, alors. Est-ce qu'on a besoin de micro? Peut-être que tout le monde m'entend? Peut-être si vous vous levez, on vous entendra bien. Bon, vas-y. Sinon, je vous prête. Vas-y, écoute. Merci beaucoup pour l'Institut Heinrich Böll. Oui, pour cette... Merci donc à la Fondation Heinrich, pardon, j'ai oublié le nom, Böll, c'est ça, pour cette édition, belle édition.
Je n'ai pas de questions encore sur le bouquin que je viens de feuilleter, mais ça viendra donc, j'en prendrai connaissance. Et merci pour l'exposé en politique étrangère de la Syrie, de la dynastie Assad. Vous avez parlé du double jeu, de la double stratégie du régime syrien, père et fils, en matière de politique étrangère. Généralement, il ne contrariait pas beaucoup sur les dossiers essentiels, je pense, les intérêts des puissances importantes dans le monde. Mais parfois, il avait recours à des actions, soit de liquidation physique, soit d'attentats, etc., en manipulant des groupes radicaux ici et là. Il a eu le feu vert pour intervenir au Liban pendant longtemps, des Américains, d'Israël, des Occidentaux en général. Son rôle consistait bien sûr à ranger donc ces partis-là. Son rôle vis-à-vis des Palestiniens, des forces progressistes au Liban, dits progressistes. Mais par contre, quand il était en difficulté, il embêtait beaucoup ces puissances-là. On se souvient de ce qu'il a fait vis-à-vis des Français, par exemple, des militaires français ou des militaires américains même, par ses alliés au Liban. Ce qu'il a fait aux Américains en Irak aussi, suite à leur intervention en 2003. Et donc il y a eu pas mal de tensions entre le régime syrien à différentes époques et entre les puissances. J'aimerais savoir si l'Allemagne, qui est toujours beaucoup moins impliquée sur le plan géopolitique, notamment dans cette région du monde, est-ce que l'Allemagne, politiquement et diplomatiquement, a eu à souffrir, ou alors est-ce qu'il y a eu des tensions entre elle et le régime syrien, père et fils, sur un certain nombre de dossiers, par exemple? Voilà. Merci. Une autre intervention, autre question? Là-bas. Oui, allez-y ici. Oui, moi j'aurais voulu, je vous demanderais si vous pouvez parler de la reconstruction maintenant de la Syrie, tant au niveau des politiques étrangères qu'au niveau local, avec ces personnes-là par exemple qui sont encore à Idlib ou qui ont dû fuir et autres. Voilà. D'abord, là-bas. Oui, une petite question plutôt sur la forme. C'est un très beau bouquin, bien documenté avec de très belles photos. Alors, vous êtes une fondation, vous avez bien dit, politique, affiliée au Vert allemand. Alors, je ne comprends pas, par ignorance certainement, c'est pas par suspicion, je ne comprends pas votre intérêt à aller éditer ce genre de volume et à le distribuer gratuitement en 3 langues, 4 langues, voilà, c'est 4. Donc, qu'est-ce que vous espérez? Parce que fondation politique, elle a certainement, quand elle fait quelque chose, elle a un but politique derrière. Enfin, il faut avancer. Est-ce que vous pensez, avec ça, par exemple, pouvoir influencer la politique étrangère européenne ou allemande, ou est-ce que ça fait partie d'une stratégie plus globale? Merci de nous éclairer. Ok, et ici, et puis je donne des réponses. Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé, ce double exposé, puisque vous avez travaillé sur le rôle de l'État syrien dans le développement et l'instrumentalisation de certains groupes radicaux, quand vous étiez en Syrie. Est-ce que vous-même ou d'autres personnes ont travaillé plus récemment sur la façon dont le gouvernement syrien a développé les groupes djihadistes en Syrie, Nusra, Jaish al-Islam, Daesh, et comment il les a instrumentalisés dans le conflit syrien? Et est-ce qu'en Allemagne, c'est une chose qui semble évidente à beaucoup d'observateurs, ou c'est encore quelque chose d'un peu confidentiel dans certaines sphères politiques, diplomatiques et de renseignement? Merci. Donc d'abord sur la main. I will start maybe with the questions that are related to Germany.
first of all, clarifying our role and interests. All the parties in the German parliament have one foundation that is close to them, that we're not funded by the party, we are funded by the German Ministry of Development and Cooperation. It is a construction, the Allies after the Second World War established in Germany to establish political information detached from the parties, but basically linked to the representation of political interests. Alors, pardon, donc d'abord, je vais vous parler de nous en tant qu'Allemands, notre rôle. Nous sommes donc affiliés au Vert, mais nous ne sommes pas, nous sommes affiliés au Vert en tant que parti politique allemand. Nous ne sommes pas financés par les Verts. Chaque parti politique en Allemagne a une fondation qui est directement financée par le ministère des Affaires étrangères allemand. Et en fait, ça a été établi par les Alliés. Donc, non. Le ministère de la coopération. Coopération. Excusez-moi. Le ministère de la coopération. Et donc en fait ça a été établi par les Alliés, donc c'est il y a déjà très longtemps, pour justement donner la possibilité en Allemagne d'être toujours informé, de soutenir tout ce qui se passe politiquement et d'informer le plus possible sur ce qui se passe politiquement. And so, for all the foreign offices that we understand our role as supporting local forces that are somehow close to us, that are green or that are standing for human rights, that are standing for gender rights. So we work with them in what they are doing. We don't tell them what to do. They tell us what they want to do, like Taim, and we support him. And we see our role also to contribute to a more informed and more diverse dialogue. And this is why we try to highlight voices that are on the ground and that have important stories to tell. This is why we published this book, to be a document for the Syrians, but also to reach everybody outside and tell their story. Donc nous existons et nous ne sommes pas, donc tous nos offices, tous nos bureaux, pardon, qui sont que ce soit au Liban ou ailleurs, dans le Moyen-Orient, mais en Europe également, notre rôle n'est absolument pas de venir dire ce que les gens doivent faire ou pas faire. Nous sommes là pour soutenir des propositions, des projets que les gens viennent nous soumettre. En l'occurrence, c'est Taim qui nous a contactés et nous avons estimé que c'était vraiment intéressant de soutenir son projet. Parce que pour nous, c'est une manière de contribuer à un dialogue et à donner plus d'informations de ce qui se passe humainement à l'intérieur de la Syrie aujourd'hui. Ce livre est vraiment fait pour documenter aussi bien pour les Syriens, mais pour aussi, bien sûr, les citoyens européens, pour tous les citoyens. C'est pour ça aussi que nous l'avons fait dans plusieurs langues. Il nous a vraiment semblé intéressant de lui donner le plus d'écho possible. It's always important what is happening in any war, no matter where. Most of the population remains civilians. And also who is now in Idlib, the 2 to 4 million of people who are there. The UN has estimated that more than 99% of them are civilians, many of them children. So now with the bombardments enhancing and with the regime threatening to take over this last rebel-held area, we see civilians are under pressure and somebody needs to do something to protect them. We still hope that this is going to happen because from all the other areas in Syria, it was terrible to see what would happen to civilians there. And those who would make it out then would be deported to Idlib, not what should happen to them, breaking all rights of who they are and what human rights would be. But still there was a place for them to go. Turkey has closed its border. So all the people who are in Idlib are trapped, and therefore I'm very happy to be here right now because I think it is more urgent than ever that there is an awareness that there are people for whom there is no way out any longer. And this is why we wanted to come and spread the word, and we encourage all of you, please spread the word. There are people who are absolutely in need of voices who speak for them here in Europe. Pour nous, ce qui est vraiment le plus important, c'est de documenter, de montrer, d'essayer de rendre les gens, que vous ayez tous conscience de ce qui se passe là-bas. Pour nous, les civils ont toujours été ceux qui nous intéressent le plus, c'est d'eux que nous souhaitons parler, c'est leur voix que nous souhaitons faire arriver. Aujourd'hui, il y a presque 4 millions de personnes dans Idlib et la région
qui sont coincés, et les Nations Unies, enfin l'ONU, dit qu'il y a plus de 99% de ces gens qui sont des civils, c'est-à-dire qu'ils sont censés être protégés par les lois internationales. Il n'en est rien, ils sont vraiment coincés, ils sont faits, ils ne peuvent plus aller vers la Turquie, tout est fermé, les frontières sont fermées vers la Turquie. Vers le Liban, ils ont beaucoup trop de problèmes, donc ils sont pris au piège, et aujourd'hui, personne n'en a conscience. Ce qui se passe à Idlib, ça s'est passé ailleurs, et systématiquement, c'est en train de se repasser de ville en ville en Syrie. Et le monde entier a l'air de ne pas du tout en avoir conscience. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est juste de ramener, de porter ces voix, de vous les amener, et de vous dire, s'il vous plaît, prenez-en conscience. Écoutez juste ce qu'ils sont en train de vous dire. Pour le reste, chacun de nous fait ce qu'il peut. For the role of Germany, basically, I think it was two questions. One was not only for the Germans, but for information about jihadist groups and how the regime is cooperating or has containing them. There is a lot of people who are working on researching this, and for some pieces, for some parts of their history, we have evidence. For the recruitment of people who went to Iraq, that the very same people were arrested when coming back to Syria, and that in the beginning of the revolution, these people were released and then established a number of Islamist groups. So yes, it was a very determined play of the Syrian regime with exactly that. And we see a number of instances in which particularly ISIS is allowed by the Syrian regime to travel through regime territory, or in Daraa, for example, when the White Helmets were being evacuated, that it was ISIS, an ISIS cell that was kept there that first of all prevented the evacuation of half of the White Helmets, and then went to the city of Sweda. The Syrian regime pretended it could not come to help when the people of Sweda called for help, and it let ISIS take the best of citizens and kidnap 200 of Sweda's citizens. So definitely, they have moments in which they cooperate, they have moments in which they are symbiotic, but I think we have not yet explored the entire deep depths of to how it goes. En fait, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui ont lieu sur comment les choses, qu'est-ce qui se passe réellement. Beaucoup de personnes travaillent sur la question des djihadistes, notamment comment ils ont été, et on a vraiment des preuves aujourd'hui, comment ils ont été aidés, comment ils ont été, les choses leur ont été facilitées pour ces djihadistes. Pareil pour l'ISIS, le régime syrien leur a beaucoup facilité les choses. Tout ça en fait, comment ils ont aussi combattu les casques blancs, qui à un moment donc ils les ont accusés de tous les maux, et puis en même temps parallèlement donc ils soutenaient l'ISIS, en fait par tous les moyens ils essayent de montrer, ils essayent de jouer toujours les cartes les unes contre les autres, et laisser faire les islamistes, les djihadistes sur le terrain. En même temps ils jouent leur jeu, donc ils les laissent faire. Notamment dans Daraa, ils ont quand même fait disparaître 300 personnes. Le régime... Sweda, pas Daraa, pardon. Et à Daraa, c'était les casques blancs, oui. À Sweda, 200 personnes disparues. Et c'est toujours... donc, le régime laisse faire tout ça. Donc tout ça, on récolte de plus en plus de preuves. Donc là, on documente tous ces faits de plus en plus. Or how Germany has suffered, or how Germany is seeing the whole relationship with Syria. Sorry? Oui. Anybody said something? Well, I mean, Germany has a history with the violence of the Syrian regime being carried to Germany. I mean, the biggest attack with explosives in Germany for a long time was the attack that was carried out against the French consulate in Berlin. That was not done by Syrians, but the explosives had been stored by the Syrian embassy in Berlin. So in 1983, this was how the group was able to attack the French consulate. We have a number of other incidents when in the history of Muslim Brotherhood members that had taken refuge in Germany. There were assassination attempts, and also in 2011, Christmas Eve 2011, there was a German Green politician of Kurdish Syrian origin, and he had taken the site of the revolution
And in his apartment in Berlin, he was attacked by thugs of the Syrian regime. Later on, it appeared in the documents of the Syrian embassy that they were the ones to recruit him. So yes, we definitely see these instances when it comes to the relationship between Germany and Syria. This has not played a very decisive role. I think especially when it comes to the intelligence, they have for a long time cooperated quite well. And the politics at the moment, I think, is completely different. The Foreign Office is extremely clear when it comes to Syria. No normalization, they understand extremely well how the Syrian regime works, and they understand very well how the situation inside Syria is. That on the intelligence file, it might be a different issue. And also we see the German Authority for Migration trying to change the path and say, no, it's possible to send people back to Syria. But the Foreign Office at the moment is really strongly holding against it. Alors vous demandiez comment les, comment les Allemands ont souffert de cette relation avec la Syrie. Donc il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs incidents très violents qui se sont passés en Allemagne, en relation plus ou moins directe avec la Syrie, notamment l'attaque du consulat français, c'était en quelle année ? 83, où il s'est avéré que les explosifs qui avaient servi à cette attaque avaient été volés du consulat syrien en Allemagne. Non, c'était pas ça. Ils ont été stockés là-bas. Ah, pardon. Ok, j'ai encore tout compris de travers. Les terroristes les ont stockés, c'est ça, dans l'ambassade syrienne en Allemagne. L'ambassade les a stockés pour eux. Ben voilà, l'ambassade les a stockés pour eux. Merci, Zia. Pardon. Ensuite, en 2011, la nuit de Noël, où il y a eu donc un politique kurde qui a été attaqué pour son soutien à la révolution. Il s'est avéré qu'en fait les attaquants avaient été financés, avaient été rendus possibles. L'attaque avait été rendue possible grâce au soutien de l'ambassade syrienne aussi en Allemagne. Depuis longtemps, il y a eu une vraie coopération au niveau des services secrets, mais aujourd'hui, le bureau allemand de l'immigration comprend bien qu'il n'y a pas de normalisation possible pour le moment, mais en même temps, c'est l'inverse. Merci. C'est le ministère, voilà. Le ministère des Affaires étrangères, lui, dit on ne va pas normaliser, mais l'office allemand de l'immigration, lui, dit mais non, ce n'est pas du tout dangereux, les Syriens peuvent retourner chez eux aujourd'hui. C'est ça. Si on peut ajouter juste une chose, il s'avère de plus en plus, enfin on a de plus en plus là encore de preuves que pas mal de Syriens qui retournent chez eux forcés, il y en a qui sont en train d'être mis en danger, disparaissent. Well, I mean, we're not yet pushing anybody back, but there are people who, there are people who, of course, return voluntarily. There are people who have different reasons to return, but I would say one reason definitely is that we have made it so difficult for family reunification. There are many people who are waiting for years in Germany and they cannot bring their family, and their children and their wives are stuck in the war zone. So what should they do? Sit in Germany and look quietly until the war also affects their family even more? So, for example, these people at some point might decide to return. So of the voluntary returnees, who you might debate, is it voluntary if they return because of their family not being able to come? And I think it is not voluntary. I think we enforce it by our legislation and by our legal practice. But yes, of these people, there are cases in which it is documented that they disappeared afterwards, and nonetheless, the German Authority for Migration is preparing the ground for more deportations and for less family reunifications. Évidemment, nous ne poussons personne aujourd'hui officiellement à retourner. Enfin, on n'oblige personne, on ne les met pas dans des avions, etc. Mais en fait, toute la politique qu'on est en train de mettre en place est une politique qui les oblige, qui à un moment leur fait prendre volontairement, et on met des guillemets au mot évidemment,
leur fait prendre la décision de rentrer. L'Office de l'immigration, évidemment, empêche les familles de se réunir en Allemagne. Donc du coup, il y a une personne qui se retrouve en Allemagne et sa famille ailleurs. Donc à un moment, la pression est tellement forte, les séparations familiales sont tellement violentes et juste impossibles à vivre que les gens décident de retourner. Mais donc Bente pense que réellement c'est une décision, enfin nous sommes en train, de manière complètement indirecte, mais de forcer ces gens à rentrer chez eux. Donc c'est quand même un retour forcé enfin voilà, il faut vraiment réfléchir à ça dans ce sens-là. There is another aspect that I think is worth mentioning when it comes to German-Syrian relations. As a foundation, we have also supported Syrian lawyers in Germany to make use of the principle of universal jurisdiction. If it's clear that they cannot claim their rights in front of a Syrian court, and if there is no international court, under the principle of universal jurisdiction, you can take your case to a country that is willing to accept it. Germany offers this possibility, and Syrian lawyers have submitted a number of cases against institutions of the Syrian regime to also highlight the fact it is not just individuals going wild that are violating human rights, but it is Air Force intelligence, military intelligence, and others. So these cases are currently investigated in Germany. And one of them, against the head of the Air Force intelligence, Jamil Hassan, has resulted in an arrest warrant. Un autre aspect des relations entre la Syrie et l'Allemagne, c'est cette histoire de juridiction universelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous soutenons, nous en tant qu'Allemands, en tant qu'organisation allemande et en tant que gouvernement allemand, nous soutenons que des citoyens, que des associations, que des avocats syriens, puisqu'ils ne peuvent pas porter plainte à l'intérieur de la Syrie contre ceux qui sont en train de perpétuer ces massacres, on leur offre la possibilité donc de porter plainte chez nous, à l'international, contre donc ces perpetrators. Mais notamment aujourd'hui, nous avons une plainte qui va contre Jamil Hassan, qui est le commandant en chef des forces aériennes. Il y a eu un mandat d'arrêt. Des renseignements, pardon, du renseignement aérien. Il y a eu un mandat d'arrêt. Oui, il y a eu un mandat d'arrêt. Enfin, mais suite à la plainte, il y a eu un mandat d'arrêt. Et donc ça, aujourd'hui, nous soutenons énormément toute la documentation qui peut aller dans ce sens-là et qui peut permettre un jour de vraiment prendre de condamner ces gens-là pour qu'il n'y ait aucune immunité possible. It's not that there are only these cases, it is just the ones where the Syrian lawyers have been seeking institutions, to hold the institutions responsible. At the same time, really hundreds of cases are in front of German courts against members of ISIS or perpetrators that have joined other armed factions in the Syrian war. So it is not that we are looking into one area only, but we think governmental responsibility is extremely important, and this is why we have been supporting these cases. Donc il n'y a pas, évidemment, on ne supporte pas seulement des cas contre ce que le gouvernement fait, ou les membres du gouvernement sont en train de faire subir aux populations syriennes, mais également nous acceptons aussi les cas, et des avocats syriens sont en train de les remonter jusqu'à nous, contre des membres d'ISIS aussi, de ce qui se passe, enfin de ce que font aussi les islamistes. Vas-y. Non, pardon. Non, voilà, c'est ça. Donc vraiment, on ne prend pas parti. On est vraiment juste pour aujourd'hui donner la voix et donner la possibilité de porter ces cas auprès de la justice, mais tous les cas de non-respect des droits de l'homme en Syrie. And I think there was one question regarding reconstruction, right? You were asking about reconstruction and the German position particularly? Or Europe? She was just saying how reconstruction will be, for example, in Idlib, with the people there. My question was also like from ethnic position and also from the locals. How do they think that the reconstruction, if the reconstruction should be right now, or it's too soon, it's too late? I think it depends very much on where citizens are, because in Syria there are so different areas now, areas that are hardly affected by the war, areas that are very affected by the war might think about it very differently.
I mean, if you look into the Kurdish areas, they were hardly destroyed. Of course, Kobane is an exception, but there is a lot of private reconstruction going on in Kobane already. The coastal area and Damascus, all that has always regime help, is not very affected in terms of you would need to reconstruct. But areas that have been recently taken over or in the past years been taken back, the regime has taken them from the rebels, of course, that is the question. And in Idlib it is also. But I think politically the stance of all European states is clear. There is no reconstruction funding from Europe as long as there is no transition, a political transition away from Assad. Donc, pour le moment, donc là, quand on parle de reconstruction, ça dépend d'abord des populations, de quelle reconstruction on parle. La Syrie aujourd'hui est divisée entre, il y a des régions qui ont été plus ou moins affectées par la guerre, d'autres presque pas affectées par la guerre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'une reconstruction en général. Et un autre point très important, aujourd'hui, l'Union européenne est tout à fait, n'investira rien du tout dans aucune reconstruction tant qu'on n'est pas dans un processus réellement de transition, notamment par rapport au régime Assad. So what is going on is obviously humanitarian aid, because that is a different chapter. Humanitarian aid has to be delivered, in theory, neutral. So no matter who has the upper hand where humanitarian aid should be coming, we see that this is not really the case. A lot of humanitarian aid comes to the regime and it benefits politically the regime, so it is not neutral, but there is no debate about humanitarian aid as such. There is also another area that is somehow in between. It is kind of recovery. That is, for example, if power plants or water sanitation plants were affected by the war, there is a certain readiness of the UN to rehabilitate these because they deliver basic services, and it is something that obviously will benefit citizens who are in the area no matter who they are. So also there are some recovery efforts, yet reconstruction is not yet happening. I'll say another sentence after I translate this. Donc on ne peut pas parler de reconstruction, mais par contre aujourd'hui on parle beaucoup d'aide humanitaire. C'est la seule qui arrive et elle est censée être neutre, sauf qu'aujourd'hui elle est en grande partie, elle va, on va dire, dans le sens du régime, c'est lui qui en bénéficie le plus, mais on ne la remet pas en question, on ne va pas la discuter. Elle peut quand même bénéficier aussi aux civils, et notamment par exemple il y a des régions qui sont dans une sorte de réhabilitation, notamment où l'ONU aide à la réhabilitation de l'eau et de l'électricité, parce que ce sont des éléments qui peuvent vraiment aider les populations à rester sur place et à ne pas être dans une grande précarité. However, if you ask citizens what they would need, and we're of course talking a lot with people who are in Idlib or who were under siege before, for them it is very clear whatever they got in terms of aid to build hospitals or schools, it is clear that these are also constantly under attack. And so their point always has been, you need to do this and you need to fund this, but they are also completely aware that whatever they build now, it will not last, because it is being targeted still by the regime. And I think it is amazing what people are doing, how creative and how ingenious they were in coming up with their own solutions and really establish things and come up with solutions that are really unheard of. So I think they are very eager to do it, and they are really hoping for better times and funding from outside, but at the moment they also see it is not sustainable. Si on demande aujourd'hui un petit peu aux gens ce qu'ils veulent, aux citoyens qu'on peut contacter à l'intérieur, ils expliquent bien que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, notamment en termes d'aide sanitaire surtout, des hôpitaux, etc., ce qu'ils essayent de mettre en place sont immédiatement pris pour cible par le régime et détruits, notamment donc, tous ces hôpitaux qu'ils mettent en place pour surtout soulager le plus possible les civils à l'intérieur. Mais ils sont quand même, ils restent toujours très créatifs
Pour eux, c'est vraiment important d'essayer de tenir le plus possible. Ils tiennent à, même si à chaque fois qu'ils construisent un hôpital ou un dispensaire ou une zone d'aide aux civils, elle est systématiquement détruite, mais ils la reconstruisent et ils savent pertinemment qu'elle ne va pas durer. Malgré ça, ils le font. Et ça, c'est vraiment, c'est un point qui est très particulier, mais c'est comme ça, ils s'arrêteront pas, ils décident qu'ils ne s'arrêteront pas. And I think the last thing that is really worth also keeping in mind for people who are in areas that are not, where the government is not delivering services or is actually attacking these services. For many people, it is the very basic needs that are in the first place. And especially in the medical sector, it is unfathomable, it is not believable what has been done to destroy the medical sector and to withhold even the most basic medical aid. We have studied and analyzed all the UN reports on what was requested and what was delivered. And of the 8 convoys, the UN is asking the Syrian regime for a permission to deliver. It's roughly 1/3 of the 8 convoys that in the end reach a location. So the regime gets the request of the UN, and then it approves it after it goes through at least 7 institutions. So it's very difficult to get this approval. And even though the Syrian regime knows exactly what is inside, at the checkpoints a lot of items are being removed. And just to name the things that I was most appalled with, it is always the sterile gloves. So you deliberately enhance people's chances to be infected during medical treatment. It is nearly always the midwife kits. So you're deliberately withholding material of pregnant women, of mothers delivering and of babies. So it's very clear. The target is civilians. It is not about withholding war-relevant equipment. It is withholding the most basic things, and also another thing that is really appalling. What is not being delivered, even though the UN sends it, is garbage bags for biohazardous materials. So if you have an area in which you have infectious diseases, you want to put the hospital material in these biohazard plastic bags to prevent diseases from spreading. Also, these bags are being taken out. So I think with the level of withholding these kind of things, many people who are subject to this don't really think of construction, and they don't think for the year after this, they think whether how will we make it through the next day. Donc en fait, Micro. Oui, pardon, j'arrive. J'essaie de relire mes notes. En fait, la chose la plus... Enfin, pour les gens qui sont dans les régions attaquées par le gouvernement, ou en tous les cas que le gouvernement n'aide pas du tout quand il les attaque pas, c'est incroyable ce qui a été fait, surtout pour détruire tout ce qui est sanitaire, tous les équipements sanitaires. Bon, d'abord, on l'a documenté, on a étudié tous les rapports des Nations Unies notamment. Il n'y a à peu près qu'un tiers des convois sanitaires qui arrivent vraiment à destination. Donc, en fait, généralement, les Nations Unies demandent une autorisation au gouvernement syrien, au régime syrien, pour pouvoir faire passer tout ce matériel à destination des régions qui sont encerclées ou des régions qui sont sous bombardement. Et là, bien sûr, le régime syrien donne une autorisation, mais après avoir regardé en détail qu'est-ce qu'il y a dans ce convoi, généralement, ils retirent du convoi ce qu'eux estiment être dangereux et qu'ils ne veulent pas laisser rentrer dans ces zones. Notamment, ce qui est dangereux, donc au checkpoint, ce qu'ils retirent, c'est tout ce qui est stérilisé, par exemple. Comme ça, les maladies, comme ça, ce qui peut être maladie ou ce qui peut être infection peuvent se propager beaucoup plus rapidement. Ils retirent tout ce qui est médicaments pour les femmes enceintes et les enfants. Voilà, comme ça, pour eux, ça c'est apparemment dangereux. Donc vraiment, on peut comprendre quand on lit bien tous ces rapports que la cible première pour le régime, ce sont les civils. Notamment aussi, par exemple, ils retirent les sacs poubelles qu'on envoie, qui sont dans ces convois et qui sont
envoyé pour mettre les matériels infectés, tout ce qui est médical est infecté, pour éviter justement la propagation de maladies, etc. Tous ces sacs aussi sont retirés. Donc tout ça montre qu'aujourd'hui, les habitants de ces régions, de toutes ces régions, n'ont pas vraiment en tête la reconstruction, mais plutôt de comment faire pour vivre du jour au lendemain et assurer évidemment tout ce qui est nourriture, etc. Mais surtout cette partie très importante qui est tout ce qui est hôpitaux, sanitaires. Voilà. Merci. Nous allons arrêter là. Merci beaucoup, Bente. Merci, Aline. Merci de votre présence. Restez très attentifs tout le temps. Okay. Et je vous invite à un verre de l'amitié au fond de la salle. Notre prochaine rencontre aura lieu le 30 juin. J'espère que vous serez là et avec d'autres amis qui ont été aujourd'hui retenus, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.